Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la première série de webinaires 2022. Alors, ce soir, j'ai la chance de présenter le sujet la thyroïde dans tous les sens. Alors, je vous rappelle que le webinaire est accrédité par l'Université d'Ottawa pour un crédit et on va vous demander également, si possible, de fermer vos microphones et votre caméra durant la présentation. Mais vous aurez la possibilité de taper vos questions dans le chat à la fin ou encore ouvrir vos caméras et vos microphones à la fin. Donc, on a beaucoup d'inscrits, certains en différé, certains en temps réel. Donc, encore une fois, bienvenue. Et ça me fait plaisir de discuter de ce sujet que je trouve passionnant et pour lequel je vois des patients depuis presque 25 ans dans ma pratique. Présentation que j'ai intitulée La thyroïde dans tous les sens. Une petite histoire ici, on va aller ici, voilà. Donc, étrange. Je vais vous montrer une photo de la Maison-Blanche ici et essayez de me dire quel est le lien avec la maladie thyroïdienne. En fait, c'est une histoire qui s'est réellement passée durant le règne de George Bush père, alors qu'il était président des États-Unis. Aussi bien monsieur, madame et aussi le chien ont développé des problèmes d'hyperthyroïdie. En fait, si vous regardez les yeux de Barbara Bush et du chien, vous allez remarquer une discrète exophthalmie ici. Donc, une simple coïncidence, mais c'est quand même intéressant de voir trois membres de la même famille développer presque au même moment des problèmes d'hyperthyroïdie. Donc, pour la petite histoire, on a enquêté et ce n'était pas relié à la contamination de l'eau à la Maison-Blanche. On n'a pas trouvé d'explication. On a attribué ça à une bonne vieille coïncidence. Alors, ce sont les objectifs. On va parler comment diagnostiquer une dysthyroïdie. On va parler hypo, on va parler hyperthyroïdie et on va parler également conditions subcliniques. On va parler également d'une approche aux affectations subcliniques. C'est facile de traiter l'hypo et l'hyper, mais qu'est-ce qui arrive quand la TSH est un peu basse, un peu haute, que la T4 est normale? Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas tant de lignes directrices. C'est basé sur des consensus, mais on va essayer de simplifier l'approche aux affections subcliniques, puisque certaines peuvent avoir des conséquences néfastes pour nos patients. Alors, ce sont les objectifs de la présentation. Et pour ma démarche, on va suivre des cas cliniques, donc ça va être beaucoup plus pratique. Je vais vous demander d'imaginer certains patients dans votre pratique, de voir qu'est-ce que vous auriez fait avec ce patient-là. On va mentionner également des PEL cliniques. Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est important à savoir? Quelle formule on devrait utiliser pour bien traiter nos patients? Et finalement, avoir un impact sur votre pratique. Donc, si ce soir, il y a 3 messages clés qui ont une influence sur votre pratique, notre démarche en formation médicale continue, elle est alors complète. Alors, le plan, on va parler un petit peu de thyroïde normale. À quoi ça sert une glande thyroïde? Pourquoi c'est important? Et qu'est-ce qui arrive si ça ne fonctionne pas bien? Et on va aller vers l'hypo, l'hyper et les états subcliniques. On n'aura pas le temps ce soir de parler des nodules thyroïdiens ou du cancer de la thyroïde. Par contre, si vous avez des questions, ça me fera plaisir à la fin de tenter d'y répondre aussi. Alors, c'est un petit peu le plan de la présentation ici. Alors, si on revient à l'anatomie normale, on se rappelle que la glande thyroïde est située juste sous le cartilage cricoïdien, alors que le plus gros cartilage qu'on voit ici, qu'on appelle la pomme d'Adam, c'est le cartilage thyroïdien. Donc, vous allez voir que le cartilage thyroïdien n'est absolument pas en relation avec la glande thyroïde, qui est beaucoup plus basse. La glande thyroïde est un organe endocrinien, donc qui sécrète des hormones en très petite quantité. C'est pour ça que c'est un organe qui est très bien vascularisé, beaucoup de mini-artérioles et veines qui font en sorte que la thyroïde envoie ces hormones dans la circulation. Classiquement, on va dire que la glande thyroïde chez un homme n'est pas palpable. Si elle est palpable, c'est une anomalie. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que les hommes en général ont un coût qui fait en sorte que la glande thyroïde est plus difficile à palper. Et ça arrive des fois que si on palpe la thyroïde chez un homme, c'est souvent un goitre, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Donc, si vous palpez une glande thyroïde chez un homme, ce n'est pas nécessairement qu'une maladie thyroïdienne.
C'est juste que c'est moins fréquent puis peut-être un peu plus difficile à palper à ce moment-là. Alors, à quoi ça sert la glande thyroïde? Ben, c'est l'équilibre métabolique, hein? Puis les gens ont raison. En hyperthyroïdie, il n'est pas rare de voir des patients perdre 25, 30 livres, 50 livres l'autre jour chez un patient. Alors qu'en inverse, si la glande ne fonctionne pas, ben, le métabolisme ralentit et les gens peuvent gagner énormément de poids aussi. Donc, on va voir que ça, c'est important, surtout quand on prouve qu'il y a hypothyroïdie. Mais on va voir aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de notions plus ou moins exactes sur la glande thyroïde et le poids. Régulation thermogénique pour la température également aussi. Donc, ça s'explique pourquoi vous avez froid, pourquoi vous avez chaud. Le développement de l'enfant, et heureusement, chaque enfant qui naît au Canada est dépisté à la naissance. C'est le fameux test sanguin qu'on fait au talon pour développer, pour éliminer en fait une maladie qui s'appelle l'hypothyroïdie néonatale, qui portait le nom de crétinisme par le passé. Donc, le mot crétin est péjoratif, c'est une insulte. Par contre, elle vient d'une maladie qui s'appelait l'hypothyroïdie néonatale. Sécrète deux hormones, hein, la T4 et la T3. Et évidemment, la T3, elle est beaucoup plus puissante que la T4. Donc, dans des conditions d'hyperthyroïdie, il arrive que vous allez voir que la T4 est normale, puis pourtant, le patient il a l'air en hyperthyroïdie, c'est que la T3 supprime une partie de la T4. Mais la T3 est vraiment celle qui est la plus biologiquement active. Mais les deux sont sécrétés par la glande thyroïde. Alors, l'axe hypothalamo-hypophysaire, hein, ce qu'on dose en général, c'est la TSH. Puis en général, c'est ce qui est recommandé. La TSH, elle est beaucoup plus stable que la T3 et la T4 qui peuvent même varier dans la journée. Donc, la première chose, quand on détecte une maladie thyroïdienne, on n'a pas à faire T4 ou T3. On va aller vraiment chercher la TSH. On se rappelle aussi qu'on peut doser la T4 libre et la T3 libre. Donc, je vois encore des gens qui demandent parfois la T3 totale ou ils ne les feront plus au laboratoire de toute façon. Donc, il y a vraiment TSH, T3, T4 et on dit la T4 libre ou la T3 libre ou Free T4, Free T3. Donc, c'est ce qui est recommandé, mais la TSH, évidemment, c'est la première étape. On se rappelle aussi que si la glande ne produit pas assez de T3, T4, il y a un mécanisme de feedback négatif qui fait en sorte d'augmenter la TSH. Et l'inverse, s'il y a trop de T3, T4, on supprime la TSH. Donc, ça mêle les gens encore une fois, mais l'hypothyroïdie, rappelez-vous, tout est plus gros, incluant la valeur de la TSH. L'hyperthyroïdie, les gens perdent du poids, tout est plus petit, incluant la valeur de la TSH. Parce qu'il y a encore des gens qui se mélangent. Et ça m'arrive de voir des patients référés pour hypothyroïdie, alors qu'ils ont en réalité de l'hyperthyroïdie. Mais c'est sûr qu'une fois que la TSH est anormale, là, vous pouvez aller un peu plus loin en vérifiant souvent la T4. En fait, la T3, c'est vraiment quand il y a une suspicion d'hyperthyroïdie, particulièrement la maladie de Graves, mais la T4 vous permettra d'établir si l'état il est clinique ou subclinique. On se rappelle aussi qu'au niveau du foie, la T4 va aussi se conjuguer et former de la T3, mais il y a de la T3 qui est formée par la glande thyroïde aussi. La TRH, qui vient de l'hypothalamus, peut se doser, mais en général, ce n'est pas très utile. On ne l'utilise pas en réalité. La TSH, qui vient de l'hypophyse, elle est beaucoup plus fiable pour le diagnostic. Alors, première vignette clinique qui s'intitule Les bas de la thyroïde. On va parler hypothyroïdie. Pourquoi? Parce qu'il y a 1,5 million de Canadiens qui souffrent d'hypothyroïdie. Vous en avez plein dans votre pratique et c'est important qu'on sache quelle est l'évidence clinique pour le traitement de l'hypothyroïdie en 2022. Alors, M. Lajoie, si je vous donnais son résultat de bilan ici, et je vous dis, puis ça, ce sont tous des vrais patients, hein? J'ai changé le nom et les photos, évidemment, mais je me souviens d'avoir vu ce patient-là qui avait une TSH à 267, puis une T4 libre à 3,7. On se rappelle que la TSH, en général, entre 0,5 et 5 le plus haut, alors ici 2,67, alors que la T4, c'est entre 10 et 20. Donc, évidemment, T4 libre très basse ici. Donc, je vous demanderais juste de visualiser à quoi ressemblait M. Lajoie quand je l'ai vu. C'est assez rare maintenant que les gens consultent si tardivement, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup de patients qui sont référés soit de l'urgence ou d'une clinique sans rendez-vous qui n'ont pas vu de médecin depuis des années.
Alors, M. Lajoie, ben, il ressemblait à ceci, dans le fond, ce qu'on appelle le faciès myxédémateux. Donc, en général, la perte des cheveux que vous voyez ici, les espèces de poches de liquide qu'on voit, c'est classique du faciès myxédémateux. On voit qu'il y a un surplus de poids, on voit qu'il y a une gynécomastie, puis on peut même voir que quand la TSH, elle est haute, elle entraîne avec elle la MSH, qui fait en sorte de donner une hyperpigmentation. Donc ça, ce n'est pas du soleil. Le bronzage que vous voyez là, c'était tous relié à l'hypothyroïdie ici. Donc c'est clair, le diagnostic se fait selon les symptômes, selon la biologie, puis évidemment, l'examen physique est important également. Alors, l'hypothyroïdie primaire, en général, trois étiologies. Elle peut être transitoire, notamment comme la thyroïdite postpartum qu'on peut voir. Donc, transitoire veut dire que la T4 va diminuer et tout d'un coup, la TSH va augmenter, mais tout ça va se replacer. Elle peut être permanente, auto-immune, donc on va en parler un petit peu plus parce que c'est celle que vous voyez. Elle peut être médicamenteuse aussi. J'ai souvent vu des patients qui prenaient du lithium ou de la myodarone et qui ont développé une hypothyroïdie à cause de la médication. Donc, notre rôle n'est certainement pas d'arrêter ces agents-là s'ils sont essentiels, mais de traiter la condition thyroïdienne. Alors, on va aller faire un petit tour au Japon ici. Vous me voyez un petit peu où est-ce qu'on s'en va là-dessus. Qui est ce docteur? En fait, il se nomme Hashimoto. C'est quand même bizarre qu'une maladie si fréquente au Canada porte un nom japonais, mais c'est en fait Dr Hashimoto, le premier, qui a découvert ce que c'était l'hypothyroïdie et qui établit l'hypothèse auto-immune sur le plan thyroïdien. Donc, on appelle ça une thyroïdite chronique auto-immune. Et l'auto-immune est important parce que vous allez voir que beaucoup de gens pensent traiter l'immunité par une diète particulière ou par de l'iode, etc. Mais on va voir que c'est bien difficile parce qu'une maladie auto-immune, en général, on peut l'améliorer, mais c'est assez rare qu'on peut se débarrasser des cellules qui créent le phénomène auto-immune. Alors, on est à 2 de la population, hein, donc beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est sûr que vous en avez plein dans votre pratique. Et c'est surtout une maladie qui affecte les femmes, un ratio de 5 à 8 pour 1. Donc, on va le faire souvent en dépistage dans un bilan de fatigue ou lorsqu'il y a une composante familiale, puisque la génétique joue un rôle important également ici. Donc, c'est pour ça que souvent, on peut faire une TSH de dépistage et on a 2 de chance de trouver une anomalie parce que oui, l'hypothyroïdie peut exister. Alors, c'est facile l'hypothyroïdie parce qu'on traite avec de la T4 qui s'appelle la thyroxine. Vous les connaissez au Canada, Synthroid, L-troxin. Et en général, la dose, 1,6 microgrammes par kilo. Je dis en général parce qu'il y a des patients qui vont répondre à une plus petite dose, d'autres qui sont très résistants à la T4. Je me souviens d'une dame de 85 ans qui prenait une dose de 300 microgrammes à tous les jours parce qu'elle était résistante au traitement. Donc, on ne s'explique pas le phénomène de résistance, ça arrive. Par contre, on se rappelle que la dose est mieux corrélée avec la masse corporelle maigre. Donc, si un patient a une obésité très importante, on essaye d'établir quelle serait à peu près la masse corporelle maigre pour éventuellement ajuster la dose. Donc, 1,6 microgrammes par kilogramme. Attention aussi aux patients qui vont vous dire, moi, je ne supporte pas la thyroxine, moi, je suis plus T3, je suis plus cytomel, ou bien je ne tolère pas le chimique, je suis beaucoup plus thyroïde de desséché. Eh bien, je dis à ces patients-là, malheureusement, je ne pourrai pas vous aider. La raison, c'est qu'on n'a jamais prouvé que le cytomel, qui est un extrait de T3 avec T4, faisait une différence. Le T3 étant biologiquement plus active, peut donner une espèce d'euphorie, un état hyperthyroïdien si on veut, mais on ne connaît pas les impacts long terme et à court terme, il peut y avoir des conséquences sur le plan cardiaque. Alors, je ne joue jamais dans le jeu du ma thyroïde est plus T3. L'autre chose que je vois, les gens veulent de la thyroïde desséchée. On prend de la thyroïde de bœuf qu'on fait fondre et on fait des pilules. Le problème, c'est la qualité de l'extrait. Il y a un mélange de T4, il y a un mélange de T3 et ça fait que le bilan est variable à chaque fois. Alors, si un patient ne veut pas de traitement, j'essaie de voir les raisons. J'essaie de commencer également à plus petite dose parce qu'il y a des gens qui vont se dire, j'ai essayé puis je me sentais hyper. Ça fait tellement longtemps qu'il est en hypo. Donc, je vais commencer à des doses de 12,5 microgrammes
également le risque de lymphome de la thyroïde. Donc, j'insiste pour un traitement, mais je ne joue pas le jeu de ma thyroïde est plus T3 ou bien je suis sensible aux produits chimiques. Malheureusement, il faut utiliser l'évidence qu'on a pour nos patients. Alors, l'ajustement de traitement, il va arriver des fois que vous allez voir que la TSH est un peu tout croche. Mais rappelez-vous que si vous faites partie des situations comme ici, en cas de malabsorption, syndrome néphrotique, grossesse, vous allez avoir besoin de plus de T4. Mais avec l'âge, la perte de poids, la perte de masse musculaire, l'effet des androgènes en ménopause, vous allez avoir besoin de diminuer la dose à ce moment-là. Donc, souvent, le patient va être sur une dose stable, puis tout d'un coup, il commence à être instable, particulièrement au niveau de la ménopause à cause de l'excès d'androgènes. Donc, ça, c'est une chose des fois qu'on va être obligé de diminuer à T4. Puis évidemment, on perd de la masse musculaire avec l'âge, qui fait en sorte qu'on aurait besoin de diminuer à T4 aussi. On va regarder quand même qu'est-ce qu'on fait spécifiquement en grossesse pour ces patientes-là. Alors, situation spéciale, quand on commence la dose, les patients âgés, souvent 50 microgrammes, hein, le risque, c'est que le synthroïde, le L-troxin, crée une espèce d'hypermétabolisme et augmente les risques cardiaques chez les personnes âgées. Et si vous découvrez un patient qui vient de faire un infarctus, hypothyroïdie, ce n'est pas le temps de lui donner pleine dose non plus aussi. On commence par des très petites doses et on fait du titrage par la suite. En grossesse, un message que je dis toujours, c'est que les besoins T4 augmentent de 30 à cause justement du fœtus et le plateau est autour de 16 semaines. Donc, il ne faut pas se compliquer la tâche en grossesse. Lorsque la grossesse est confirmée et que la patiente prend du synthroïde, 2 fois par semaine, elle prend double dose. Certains vont y aller la fin de semaine, samedi, dimanche, d'autres vont aller lundi, jeudi. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais on n'a pas à changer la dose, de calculer, c'est quoi la dose de 30 puis là, on augmente la dose, puis éventuellement, on va la rebaisser. C'est beaucoup plus simple de garder la même dose et d'ajouter 2 comprimés supplémentaires par semaine. Donc, une dose double, si on veut, 2 fois par semaine, et on va couvrir les besoins de 30 en général. On voit beaucoup de cas à la clinique de médecine obstétricale d'hypothyroïdie en grossesse. Puis pourquoi on veut que la glande thyroïde soit normale en grossesse? C'est surtout pour prévenir les complications obstétricales. Donc, c'est plus vers la fin, lorsqu'on voit les risques de préclampsie, les risques d'accouchement préterme. On sait que si la glande thyroïde, la fonction thyroïdienne est normale, on réduit les risques. Alors, le but, c'est de viser une TSH un petit peu plus basse au premier trimestre. Certains disent entre 0,1 et 4, puis ensuite des valeurs normales. Ce qu'on n'aime pas en grossesse, c'est avoir des TSH au-dessus des valeurs normales. Donc, ça va arriver qu'on va débuter du synthroïde uniquement en grossesse pour couvrir les besoins, mais c'est notre rôle de l'arrêter après puis de surveiller. Parce que si on utilise du synthroïde dans la grossesse et qu'on ne l'arrête pas postpartum, à ce moment-là, il y a un risque d'hyperthyroïdie iatrogénique par notre traitement. Les fameux anti-TPO pourraient faire en sorte d'augmenter le risque obstétrical. Et on a vu parfois que lorsque le taux d'anti-TPO, les anticorps antithyroïdiens, étaient élevés, il y avait plus de risques à ce moment-là de fausses couches. Donc, pour ce groupe-là, qui a déjà fait une fausse couche ou qui a un problème thyroïdien, etc., on va souvent doser les anti-TPO et viser une TSH un peu plus basse en grossesse, inférieure à 2,5. On ne veut pas les mettre en hyperthyroïdie, mais on vise une TSH un peu plus basse. Tout ça est ambigu parce que si vous regardez les recommandations de suivi de grossesse, personne ne recommande de vérifier la TSH chez tout le monde, ce n'est pas universel, et personne ne recommande le dosage des anti-TPO. Par contre, quand il y a un doute que la patiente a eu des fausses couches ou que sa thyroïde était difficile à traiter, ça vaut la peine de vérifier la TSH. Ça vaut la peine de supplémenter, d'atteindre des valeurs cibles. Puis quand il y a des choses qui sont passées au niveau de la grossesse, ça vaut la peine de regarder les anti-TPO. Et le but dans ce cas-là, c'est juste de viser une TSH normale, puis peut-être un peu plus basse si l'anti-TPO est positif. Donc, ça serait un peu les perles cliniques pour l'hypothyroïdie en grossesse. Mais pour la majorité des gens, des patients déjà connus, c'est simple, on rajoute 2 pilules par semaine. Alors, on a un autre patient ici qui est M. Lajeunesse. Alors, M. Lajeunesse, ici, vous voyez, ça arrive souvent peut-être dans votre pratique. T4 normal, TSH 8,13. M. Lajeunesse, il se plaignait qu'il était fatigué, puis il avait un petit peu de misère à perdre du poids. Alors, question. Allez-vous traiter ce patient-là ou le surveiller? C'est là qu'on voit que ce n'est pas tout à fait clair et ça dépend de plusieurs facteurs.
Donc, monsieur la jeunesse souffre d'hypothyroïdie subclinique. Subclinique veut dire que la TSH va vers l'hypo, mais la T4 ne va pas avec une vraie maladie biologique. Alors, c'est ça la définition d'une hypothyroïdie subclinique. Les symptômes sont très non spécifiques. Par contre, on sait que de ce groupe-là, environ 4 par année vont développer de l'hypothyroïdie. Donc, peut-être qu'on l'a attrapé très tôt, mais la question, est-ce qu'on traite à ce niveau-là ou on ne traite pas? Et la question, c'est qu'il y a des inconvénients à traiter. Il y a des coûts, évidemment, quoique le médicament n'est pas très dispendieux. C'est un autre médicament de façon permanente. Mais on sait aussi que si on utilise, rappelez-vous, les patients coronariens, on disait petite dose, il y a toujours un risque d'angine et même d'arythmie également associé au synthroïde. Par contre, il y a des bénéfices sur les lipides qui pourraient avoir un impact sur l'athérosclérose et certaines études ont démontré un bénéfice psychomoteur. Donc, peut-être un ralentissement du développement de la démence, peut-être des idées un peu plus claires, particulièrement chez les patients plus âgés. Alors, les experts ont regardé les études, puis ils se sont dit, ouais, c'est pas clair tout ça. Et ils s'en sont venus à dire, bon, il n'y a pas de consensus. Par contre, il y a des choses qui sont importantes. Quand la TSH est au-dessus de 10, vous traitez. C'est clair. Donc, notre patient est à 8 ici. Mais en général, quand la TSH dépasse 10, quand la T4 est normale, on traite avec du thyroxine. C'est clair. Par contre, et ça vient d'UpToDate, je m'excuse pour la composante anglophone, c'est là qu'on a des valeurs 6,9, 7 à 9,9. Notre patient, il est ici, lui. Puis là, on regarde l'âge un peu. Puis si le patient était plus jeune, en bas de 65 ans, il est traité. Par contre, vous voyez que c'est ambigu un peu, là. Selon l'âge, s'il est plus âgé, est-ce qu'il y a vraiment des symptômes d'hypo ou non? On pourrait traiter ou on pourrait observer. Donc, il n'y a pas de critères toujours très clairs. Le message, ce serait que 10 et plus, on traite. Entre les deux, on regarderait l'âge de notre patient et on aurait tendance à traiter les plus jeunes, alors que pour les patients plus âgés, et là, âgé, on définit ça 65 ans, on aurait tendance à les observer. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait clair. N'importe quelle réponse serait la bonne. Je pense qu'au bout du compte, c'est votre jugement clinique, puis la décision du patient. Donc, un patient comme le nôtre qui était ici, qui avait plus de 65 ans, est-ce que ses symptômes ressemblaient à de l'hypothyroïdie, oui ou non? J'aurais le choix de traiter ou j'aurais le choix d'observer. Et si vous observez, bien, vous allez répéter le bilan peut-être l'année suivante et voir s'il va évoluer vers l'hypothyroïdie. Donc, le message, encore une fois, regardez l'âge de votre patient. Et on a tendance à traiter les plus jeunes et à observer les patients plus âgés, particulièrement quand les symptômes ne sont pas très convaincants que c'est de l'hypothyroïdie. Alors, c'est à peu près, ça résume un peu le consensus présentement. Qu'est-ce qu'on fait si on voit de l'hypothyroïdie subclinique? D'autres études ont été faites également aussi chez les patients fatigués. Vous savez, ces patients-là qui vont vous voir, ils vont vous dire, c'est ma thyroïde. C'est toujours ma thyroïde. Donc, ils sont fatigués, c'est ma thyroïde. Je ne perds pas de poids, c'est ma thyroïde. Mais les enfants m'énervent, c'est ma thyroïde. Bien, il y a une grande étude qui avait été faite chez des patients qui avaient une TSH un petit peu à la limite supérieure de la normale, mais toujours normale. On a traité la moitié avec un placebo, l'autre moitié avec du L-Troxin. Puis au bout du compte, il n'y avait aucune différence. Donc, les patients qui voudraient un traitement pour booster leur glande thyroïde, pour accélérer leur métabolisme, on n'embarque pas dans ce jeu-là, absolument pas. Il n'y a aucune indication. Si la fonction thyroïdienne elle est stable, basée, elle est normale, basée sur les données qu'on a, il n'y a pas de maladie et il faut chercher ailleurs. Et ça, c'est tous les livres qui se vendent sur la glande thyroïde. Vous allez remarquer qu'ils ne sont jamais écrits par des médecins, toujours par des naturopathes, des diététistes, etc. Et je me pose toujours la question, on a ici une maladie auto-immune. Et pour l'instant, il n'y a aucune diète, aucun programme d'activité physique, aucun produit naturel qui a réussi à renverser un processus auto-immune. Alors, mon approche est très simple. Je les écoute, toujours avec respect. Ce n'est pas moi qui vais engueuler un patient parce qu'ils partent souvent avec leurs connaissances puis leurs données. Par contre, je n'embarque
basées sur des études randomisées, placebo. Alors, je ne vais pas jouer avec des choses qui ne sont pas claires, surtout qu'il y a des livres sur la glande thyroïde qui sont publiés à tous les mois. Donc, encore une fois, faites preuve de respect, mais vous avez le droit également de ne pas tout savoir et de ne pas savoir les dernières études en naturopathie, etc., etc. Toujours avec respect, puis dire, malheureusement, je ne connais pas ça. C'est ton choix d'aller voir ailleurs, mais moi, c'est ce que je recommande pour ta fonction thyroïdienne. Donc, c'était mon petit message pour l'hypothyroïdie. Donc, on a vu la vraie, rappelez-vous le 1,6 microgrammes par kilo. On a vu les conditions qui nécessitent une augmentation en baisse de la dose. On a vu la grossesse. On a vu l'état subclinique. Maintenant, on va voir Mme Beauregard ici. Alors, regardez son bilan. Je vous rappelle qu'une TSH normale est entre 0,5 et 5 et qu'une T4 libre est entre 10 et 20. Donc, je pense que vous voyez ici une hyperthyroïdie. Et je dis souvent que certains patients, leur diagnostic est dans leur visage. Madame Beauregard ressemble à ceci. Donc, quand je vois un patient qui ressemble à ceci, c'est très clair. L'exophthalmie, maladie de Graves, goitre, une partie de la triade de Graves, quoiqu'elle pourrait aussi avoir un goitre toxique, mais lorsqu'on a l'exophthalmie de Graves, il est très clair que le diagnostic, il est ici. Et sa fille de me répondre, docteur, est-ce grave? Rappelez-vous aussi que la maladie de Graves peut aussi être uniquement oculaire. Alors, les hauts de la thyroïde, parlons hyperthyroïdie. Alors, l'importance ici, c'est la fameuse captation. Certains vont demander une échographie cardiaque, mais je dis toujours, la captation médecine nucléaire, c'est la fonction que vous étudiez. L'échographie, c'est la structure, c'est l'anatomie. Donc, souvent, on va baser notre diagnostic sur la scintigraphie et la captation à l'iode. Donc, ces examens-là ont encore lieu, sont faits en médecine nucléaire, à l'hôpital d'Ottawa notamment, où j'envoie tous mes patients. Quand une captation normale, c'est une inflammation et une relâche de T4 formée. Alors, des thyroïdites subaigus ou les patients qui prennent trop de T4. En général, une hyperthyroïdie à captation normale va s'améliorer tout seul sans traitement. Ça, c'est bien. Par contre, quand une captation augmentée, là, c'est une synthèse de nouveau T4. C'est très anormal. Et là, vous entrez dans les nodules, les goitres toxiques ou la maladie de Graves. Pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'on a vu des cas de patients qui étaient captation normale, sans le savoir, qu'on a traité avec des antithyroïdiens. Et évidemment, ils ont développé de l'hypothyroïdie peu de temps après parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, heureusement, ça prend un petit peu de temps à voir un spécialiste. Donc, au moment où je les vois, souvent, j'ai du recul. Besoin d'un traitement ici, si vous appartenez au côté droit. Mais rappelez-vous que ce n'est pas seulement une scintigraphie que vous faites, c'est aussi une captation. Donc, c'est un examen qui est fait en 2 jours, 2 visites à l'hôpital, parce que c'est la captation de l'iode qui va vous permettre d'établir le diagnostic. Alors, 2 drapeaux ici. Pourquoi? Parce que même la maladie porte 2 noms. On a M. Graves, M. Basedar. Alors, en France, on va parler de maladie de Basedar. On est plus du côté germanique. Alors qu'aux États-Unis, Canada, on parlait de maladie de Graves. On est plus du côté irlandais. Donc, la maladie de Basedar, la maladie de Graves ou la maladie de Graves-Basedar, c'est exactement la même chose. Alors, je dirais que c'est une des causes les plus fréquentes d'hyperthyroïdie qu'on voit en clinique. Alors, les manifestations cliniques sont très variables, mais c'est souvent les questions qu'on va poser. Ça peut affecter l'anxiété, les tremblements, les palpitations, la perte de poids. Parfois, les manifestations sont uniquement digestives. Je me souviens d'une patiente qui avait seulement diarrhée et nausée, et c'était à cause de sa glande thyroïde. Parfois, ça peut être d'ordre neuropsychologique également aussi. Hein. J'ai vu une patiente militaire qui était convaincue, les militaires, qu'elle souffrait d'anxiété et de dépression, alors qu'elle avait une maladie de Graves. Et parfois également chez les personnes âgées.
Donc, ils vont décompenser en insuffisance cardiaque ou en fibrillation à cause de l'hyperthyroïdie. Ce n'est pas tout le monde qui a les symptômes. On va les chercher. Des fois, c'est plus subtil, mais des fois, ils ont tous les symptômes en même temps. Et ce qui est miraculeux, c'est que le traitement va améliorer toutes les manifestations en hyperthyroïdie. Il y a des bonnes chances que le nodule est peut-être chaud. On va dire que c'est un nodule toxique. Si c'est douloureux, la thyroïde, on est peut-être dans la thyroïdite subaiguë, qui va s'améliorer tout seul aussi, mais c'est un indice aussi. Donc, la fameuse triade de Graves implique un goitre. Alors, on voit que le goitre ici, qui est au moins 5 fois la normale là, chez un homme. Évidemment, ce qu'on ne voit jamais, puis qu'on recherche toujours, le myxédème prétibial, ben, c'est ça que ça ressemble. C'est une forme d'édème, si on veut, surtout dans cette région-là, avec une espèce de décoloration rougeâtre qui est ici. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très fréquemment, mais ça fait partie de la triade de Graves. Et évidemment, la fameuse exophthalmie, qui peut être très importante ou très légère, qui peut être parfois également uniquement unilatérale. Donc, ça fait partie des 3 éléments de la triade de Graves. Alors, en démarche diagnostique, dans le fond, ça vaut toujours la peine d'établir le diagnostic avant le traitement. Parce que si vous commencez un antithyroïdien, vous allez bloquer la scintigraphie, la captation, et ça va fausser votre diagnostic. On va regarder du rôle des bêta-bloqueurs quand même pour améliorer. Pas l'utilité vraiment pour l'écho de la thyroïde ici. Rappelez-vous que l'échographie de la thyroïde, c'est pour évaluer des nodules qui grossissent. Ça peut être utile parfois à voir si c'est un nodule chaud ou froid, mais encore une fois, la scintigraphie va vous le dire si le nodule est chaud ou froid. Donc, c'est vraiment de la fonction ici, et l'examen de la fonction, c'est la scintigraphie captation. Et on dit qu'elle est augmentée ou normale. Donc, les traitements, ben, on parle de 2, le propylturacil, le PTO, le methimazole, on va y revenir. On peut avoir l'iode radioactif 131, qu'on utilise beaucoup plus rarement, et la chirurgie extrêmement rare. Vous pouvez rassurer votre patient que s'il y a une maladie, une hyperthyroïdie importante, il n'y aura pas besoin de chirurgie. J'ai un cas dans ma pratique qui a eu besoin d'une chirurgie. La plupart sont sur médicaments et certains ont opté pour l'iode radioactif, le 131. Alors, pour ce qui est de la médication, ben, il n'y a aucun problème à donner des bêta-bloqueurs. Celui qu'on utilise le plus souvent, c'est le propranolol. Il n'est pas cardiosélectif, donc attention au risque d'asthme. Par contre, ce qu'on aime du propranolol, c'est qu'il empêche la conversion T4 en T3. Donc, c'est un bêta-bloqueur qui n'influence pas votre scintigraphie, puis qui a déjà un impact sur la fonction de la glande. Alors, ça diminue les symptômes adrénergiques, moins de palpitations, moins de tremblements. Puis encore une fois, la conversion de T4 en T3, qui peut expliquer les bénéfices associés au bêta-bloqueur. Donc, encore une fois, en attendant votre scintigraphie, c'est jamais une urgence, on peut commencer par un bêta-bloqueur. Et ensuite, les thionamides, méthimazole ou PTU. Ben, méthimazole est notre préféré de 10 à 30 mg d'IA. Pourquoi? Parce qu'il y a une longue durée d'action. On peut l'utiliser une fois par jour, puis il y a moins d'effets secondaires. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de PTU au Canada. Depuis plusieurs mois, il n'y a aucune compagnie qui en fabrique. Et là, c'est un sérieux problème. Parce que qu'est-ce qui arrive si une patiente a une allergie au méthimazole? J'en ai une qui a une éruption cutanée. J'ai aucune alternative. Et qu'est-ce qui arrive si une patiente en hyperthyroïdie veut devenir enceinte? On sait qu'il faut arrêter le méthimazole pré-conception, mais on n'a pas de PTU. Donc, on est obligé de laisser, si on veut, l'hyperthyroïdie symptomatique qui diminue le risque d'avoir une conception. Donc, c'est un sérieux problème présentement, mais l'évolution et du bilan thyroïdien. Mais ça fonctionne bien en général. Rappelez-vous aussi qu'il y a un avantage à la médication, c'est qu'il n'y a pas de risque d'hypothyroïdie. L'inquiétude des gens, c'est que je vais commencer un traitement, puis là, je vais passer de l'autre côté en hypothyroïdie. Non, le titrage se fait pour essayer d'atteindre l'état euthyroïdien. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que ça prend du temps, puis à long terme, le succès est seulement 40 Donc, on le dit aux patients. Il y a un 40
qui vont être capables d'arrêter la médication, puis qui vont être corrects à long terme. Il y a quand même une majorité qui vont devoir récidiver. Et là, c'est votre choix de garder la plus petite dose de médicaments long terme ou alors de considérer l'iode radioactif qui est beaucoup plus définitif. L'iode radioactif, évidemment, c'est définitif. On donne une solution d'iode pour détruire la glande, empêcher la production. C'est sécuritaire. Ça fait des années qu'on l'utilise, mais évidemment, jamais de radioactivité en grossesse. C'est permanent, par contre. Le risque, par contre, c'est souvent le nucléus va en donner un petit peu moins. Fait que souvent, les patients ont besoin d'un deuxième traitement aussi. Mais je dirais que la majorité des patients avec cette génération-là ne sont pas prêts à aller vers l'iode radioactif. Pour eux, ça les inquiète, cette espèce de permanence-là, de tomber du côté hypothyroïdien. Ils n'ont pas tort en disant que si je tombe hypothyroïdien, je vais prendre une pilule de toute façon, alors que j'en prends déjà une pour l'hyperthyroïdie. Fait que je dirais que c'est moins populaire. Par contre, j'ai d'autres patients qui vont dire, moi, je veux finir ça le plus rapidement possible. Je n'ai pas le goût d'avoir des prises de sang puis des visites pendant 2 ans de temps. Alors, pour eux, ça ne leur dérange pas. Puis, ils vont aller vers le radioactif. Donc, c'est plus rare maintenant, mais c'est toujours disponible pour les patients qui en auraient besoin. Évidemment, le risque d'hypothyroïdie est très grand. J'ai des chanceux qui ont eu juste la bonne dose pour des grandes euthyroïdiens, mais 80% vont quand même développer de l'hypothyroïdie et vont finir sur de la thyroxine de toute façon. Bien important aussi, si un patient a une exophthalmie, on se rappelle que l'exophthalmie est vraiment dépendante de la TSH. Alors, si la TSH se met à augmenter suite au traitement, on va aggraver l'exophthalmie. Donc, une recommandation de traiter avec prednisone, pré-traitement, pour empêcher une aggravation de l'exophthalmie. Donc, c'est sûr que le nucléus le sait, et s'il voit un patient avec maladie de Graves avec l'exophthalmie, puis qu'on ne l'a pas préparé, il va vous dire, attention, préparez votre patient, on ne veut pas aggraver l'exophthalmie ici. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'hyperthyroïdie. Je dirais qu'en général, c'est un peu plus spécialisé. Nous, on en a beaucoup de patients en hyperthyroïdie dans notre pratique. La majorité sont sous des médicaments qu'on arrive à sevrer, mais à long terme, certains vont rester sur la plus petite dose qui normalise leur fonction thyroïdienne. La dernière vignette clinique ici, c'est M. Letendre. M. Letendre, ici, a 74 ans. Et vous le voyez parce qu'il faut de nouveau rapide. Il est venu à l'urgence pour palpitation. Sa T4 est normale, mais sa TSH est basse. Puis là, vous allez dire, est-ce que c'est à cause de ça que fait la fibrillation? Est-ce que je traite, M. Letendre, ou qu'est-ce que je fais? Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'autres symptômes. À part ça, il est complètement symptomatique. Alors, c'est une question que vous vous posez souvent. On devrait-tu traiter ou pas traiter quand la TSH est basse, mais que ma T4 est normale? Alors, ici, on est dans l'hyperthyroïdie subclinique, qu'on définit ici. C'est quand même très fréquent. C'est jusqu'à 10% de la population. Et le problème, 40% de façon transitoire. Donc, la TSH, tout d'un coup, va s'abaisser puis elle va se replacer tout seul. Donc là, il y a un risque. Est-ce qu'on va traiter quelque chose de transitoire? Est-ce qu'on va causer plus de problèmes? Est-ce qu'on va vraiment aider notre patient? Et on se rappelle que la plupart de ces patients-là n'ont pas de symptômes thyroïdiens non plus. Alors, l'étiologie, c'est quoi? Bien, c'est souvent iatrogénique. Hein? On se rappelle qu'il faut diminuer les doses de thyroxine avec l'âge. Donc, c'est facile à baisser la dose si le patient en prend trop. Par contre, ça peut être un début de thyroïdite, ça peut être un début de goitre toxique, ça peut être un début de maladie de Graves. Puis là, bien, est-ce qu'on traite, est-ce qu'on ne traite pas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se rappelle aussi que l'hyperthyroïdie subclinique a des conséquences osseuses. Hein? Une hyperthyroïdie subclinique augmente les risques d'ostéoporose, ostéopénie et fracture. Et il y a aussi des risques, particulièrement sur le plan arythmique également aussi. Donc ça, c'est prouvé que les patients en hyperthyroïdie subclinique ont des risques sur le plan osseux et cardiovasculaire. C'est important parce qu'à partir de ça, vous allez décider si vous traitez ou pas. Regardez ici le risque de fibrillation auriculaire chez les patients qui ont une TSH basse, qu'on dit indétectable. Ça va jusqu'à 30%. Donc, on voit que ce n'est pas bénin. Même chez les gens qui ont une TSH en 10.1, 0.4, il y en a beaucoup plus qui font de la fibrillation que ceux qui ont une TSH normale. Fait qu'on sait que c'est un risque pour la fibrillation auriculaire, qui, elle, est un risque pour l'AVC. Alors, les recommandations, c'est qu'il n'y en a pas de consensus actuellement. Encore une fois, ce n'est pas des lignes claires. Ce qui est clair, si le patient prend déjà de la thyroxine, on ajuste la dose pour une TSH normale. Si la TSH, elle est supprimée,
là, à ce moment-là, ça vaut la peine de traiter avec un traitement de suppression, c'est-à-dire supprimer l'hyperthyroïdie. Donc, souvent, j'ai des personnes âgées qui prennent un petit peu de méthimazole, 2,5 mg. La TSH est normalisée, la vie est belle, on ne fait rien de plus. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la TSH est un petit peu plus haute, mais pas supprimée complètement, puis là, on a une T4 normale? Mais on revient encore une fois à ce tableau-là qui nous dit à qui j'ai affaire ici. Et là, si j'ai un patient qui est plus âgé, s'il a une maladie cardiovasculaire ou ostéoporose, j'ai des chances davantage de traiter. Par contre, parce que je suis ici, là, si le patient ne fait pas partie de cette catégorie-là, puis il y a une TSH 0,1 et plus, on observe. Alors, c'est exactement l'inverse de l'hypothyroïdie. On a tendance à vouloir plus traiter la subclinique chez les patients plus malades, alors qu'on va laisser faire l'hypothyroïdie subclinique parce que justement, on ne veut pas que le médicament aggrave. Donc, si on résume, à qui j'ai affaire ici? Les patients plus âgés, les maladies cardiovasculaires, les ostéoporoses, oui ou non? S'il n'y en a pas, puis la TSH est affaissée, ben là, on se questionne, est-ce qu'il y a des symptômes, etc., puis il y a recommandation de traiter. Par contre, si il appartient à cette catégorie-là, puis il est vraiment dans la catégorie 0,1 anormal, alors j'ai tendance à traiter. Donc, là, je vous dirais que je vais utiliser des facteurs de protection cardio-osseuse et des facteurs d'âge pour essayer de normaliser ma TSH. Donc, le message, vous n'avez pas de risque à normaliser la TSH chez un patient plus âgé, un patient qui a une maladie cardiaque ou un patient qui a de l'ostéoporose. Si le patient ne fait pas partie de ce groupe-là ou n'en veut pas de traitement, c'est correct. Vous pouvez observer également aussi, mais j'ai tendance peut-être à surtraiter ce groupe-là, mais je pense qu'il y a des bénéfices à normaliser leur TSH pour éviter justement les conséquences à long terme, particulièrement quand on regarde les risques de fibrillation auriculaire. En grossesse, c'est peut-être plus facile le subclinique parce que souvent, on va observer et en grossesse, on suit la T4. Donc, on n'a pas tendance à traiter l'hyperthyroïdie subclinique, jamais. En fait, on ignore la TSH dans l'hyperthyroïdie. On va regarder la T4, puis si elle commence à monter, là, on va utiliser soit du PTU au premier trimestre ou du méthimazole au deuxième et troisième. Mais en général, le message, c'est qu'en hyperthyroïdie subclinique et grossesse, on observe simplement. Il n'y a pas d'indication à traiter ici. Donc, si on résume, parce que je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de perles cliniques, en hypothyroïdie, T4 supérieur à T3. Il n'y a pas de place pour un traitement combiné T3, T4, demain un peu de cytomel avec un peu de synthroïde. Vous jouez avec des médicaments qui sont difficiles à doser et c'est un beau scénario catastrophe. Rappelez-vous la formule 1,6 microgrammes par kilo de masse maigre. Évidemment, on commence à des doses plus basses et on traite l'état subclinique d'emblée si la TSH est au-dessus de 10. Si elle est entre 5 et 10, c'est vraiment notre jugement clinique, symptômes et âge qui va savoir si on traite ou non. En hyperthyroïdie, demandez la scintigraphie captation avant le traitement. Ça va vous permettre de ne pas traiter des conditions transitoires. Méthimazole supérieur à PTU, c'est vrai. Je dirais que 98% des gens vont avoir du méthimazole, mais on a quand même besoin de PTU pour les gens qui ne peuvent pas avoir de méthimazole, puis évidemment le premier trimestre de la grossesse. Et l'iode 131, c'est le traitement le plus efficace, le plus définitif, mais évidemment, il y a un risque d'hypothyroïdie. Dans l'hyperthyroïdie subclinique, alors on cible selon les facteurs de risque. Quand c'est bien supprimé, on traite tout le monde. Entre 0,1 et 0,5, on va traiter s'il y a des facteurs de risque, et encore une fois, le risque cardio-osseux ou des symptômes, et on applique notre jugement clinique. Quand il n'y a pas de consensus, c'est vraiment votre jugement et la discussion avec le patient. Vous dites, moi, si j'étais vous, je traiterais, je ne traiterais pas. Et souvent, les patients vont vous écouter. C'est vous qui allez décider, dans le fond, qu'est-ce qui est mieux, et vous allez établir un consensus avec le patient. Alors, on va conclure par deux citations avant d'ouvrir le plancher. Parce que ce sont deux athlètes, dans le fond, avec maladie thyroïdienne, qui ne s'en sont pas gênés.
mais qui ne leur a certainement pas empêché d'établir de grandes choses. Donc, il ne faut pas laisser la maladie thyroïdienne ruiner votre vie. Il ne faut pas non plus entrer dans les théories du complot que ma thyroïde elle est beaucoup plus T3 et que la thyroïde de bœuf est mieux pour moi. Encore une fois, pas juger de façon toujours respectueuse, de dire que vous n'embarquez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Et même les spécialistes en maladie thyroïdienne ne connaissent pas tout. Notre domaine d'expertise est basé sur l'évidence clinique de la médecine traditionnelle. Alors, il ne faut pas nous en vouloir si on ne connaît pas les produits naturels ou les aliments qui jouent sur l'immunité de la glande thyroïde. On n'a malheureusement pas cette information-là, puis on ne sait pas vraiment si cette information-là a été standardisée. Alors, je vais compléter là-dessus, puis vous remercier encore une fois de votre participation. Beau record en direct ce soir, 65. On avait plus de 80 personnes également, là, certains qui nous suivent en différé. Encore une fois, je vous laisse mon adresse courriel qui est ici si vous avez des questions qui ne sont pas claires. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour la dernière partie, dans la partie conversation, certains ont déjà commencé à poser des questions. Donc, c'est peut-être plus commode si vous tapez votre question. On va essayer de répondre aux questions le plus possible des gens qui ont répondu. Donc, au début, on avait des noms de personnes qui étaient présentes. Donc, les noms, bonsoir tout le monde. Parfait. Alors, il y a une question qui est arrivée à 7h26 qui disait, si on traite une hyperthyroïdie subclinique, quel niveau de T4 doit-on viser? En fait, dans une hypothyroïdie subclinique, la T4, elle est toujours normale. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir surveiller. Vous allez travailler beaucoup plus sur la TSH à ce moment-là. Donc, dans l'hypothyroïdie subclinique et l'hyperthyroïdie subclinique, le niveau de T4 libre est toujours normal. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de surveiller. Vous pouvez contenter de surveiller uniquement la TSH. Question à 7h33. Une patiente traitée avec Synthroid, elle est bien, symptômes contrôlés, seulement si TSH est inférieur à 0,5. Dès que je réduis la dose, elle se prend une TSH, elle redevient très symptomatique en hypo. Ouais. C'est un bon point. Les patients qui ont des symptômes thyroïdiens avec bilan normal, c'est très problématique parce que pour eux, ce que vous me dites ici, c'est que vous êtes obligé de garder la patiente en hyperthyroïdie subclinique. Il y a un risque à ça qui s'appelle la fibrillation auriculaire puis le rythme cardiaque. Alors, j'ai souvent une bonne conversation avec ces patients-là en disant, bien, écoute, si tu te sens comme ça, assume le risque à ce moment-là. Ce que tu fais, c'est que mon médicament ici te maintient dans une zone d'hyperthyroïdie subclinique. Oui, il y a un risque de développer de la fibrillation auriculaire. Oui, il y a des risques sur le plan de l'ostéoporose, mais si tu es prêt à assumer les risques, ça va. Il n'y a pas d'avantage à garder un patient en hyperthyroïdie simplement à cause des symptômes. Mais j'avoue que j'ai eu une situation comme ça et tout ce que j'ai fait aux patients, j'ai dit, d'accord, vous êtes consciente que vous restez en hyperthyroïdie selon votre volonté parce que vous ne tolérez pas la normalité. Par contre, vous assumez les risques. Puis si le patient assume les risques, on ne peut faire absolument rien pour ça. Mais il n'y a pas d'évidence qu'un patient a besoin de plus de thyroïde. Il a besoin de rester en hyperthyroïdie pour être bien. Il n'y a aucune évidence là-dessus. Il y avait une question, est-ce que l'exophthalmie s'améliore avec le traitement? Absolument. Il y a quand même un impact TSH qui est relié à l'exophthalmie. Donc, souvent, sans la normaliser complètement, on peut voir une amélioration de l'exophthalmie. Par contre, si elle est sévère, souvent, ces patients-là vont avoir besoin de chirurgie esthétique. À Ottawa, il y a un chirurgien qui se spécialise dans la maladie de Graves. Par contre, il ne sera pas intéressé à voir votre patient tant que la fonction thyroïdienne ne sera pas normalisée. Mais en général, quand la TSH est revenue normale et que le traitement est en cours, on peut corriger l'exophthalmie par une procédure chirurgicale. Mais ce n'est pas vrai qu'on va guérir l'exophthalmie, qu'on va normaliser complètement uniquement avec notre traitement. Quelles sont les indications de demander anti-TPO en hypothyroïdie subclinique? Très bonne question. Est-ce que l'anti-TPO nous guide pour savoir si je traite ou pas?
Bien, vous vous rappelez que dans l'hypothyroïdie subclinique, 4 des patients vont développer une hypothyroïdie. Donc, je vous dirais que si le patient a des symptômes, puis une histoire familiale, puis ses anti-TPO sont positifs, ça pourrait à ce moment-là vous indiquer que c'est peut-être le temps de commencer un traitement. Je ne pense pas que ce serait une mauvaise chose de le faire. Une chose est claire, par contre, c'est que les anti-TPO ne sont pas recommandés de façon universelle dans le dépistage des maladies thyroïdiennes. Alors, encore une fois, ça pourrait vous pousser à débuter un traitement maintenant, sachant qu'à cause des anti-TPO, il va développer une vraie hypothyroïdie, mais ce n'est pas vrai non plus. Il y a des patients qui vont avoir des anti-TPO positifs et qui ne développeront pas d'hypothyroïdie. Mais ce n'est pas un critère de traitement là, pour l'instant. Si cancer papillaire de thyroïde et thyroïdectomie complète, maintenant, il faut que faire pour le monitorage. Bien, c'est sûr qu'au niveau de la fonction thyroïdienne, on essaie de la garder la plus normale possible. Certains vont même viser une TSH un peu plus basse. Il existe aussi une hormone qui s'appelle la thyroglobuline. Ça, des fois, les gens la demandent un petit peu chez tout le monde. La thyroglobuline est un bon outil de suivi des cancers de la thyroïde aussi. Je vous dirais que je n'ai pas beaucoup d'expérience parce que les gens qui sont traités pour cancer de la thyroïde sont en général suivis par la même équipe en endocrinologie. Mais je sais que le monitoring avec thyroglobuline peut être très utile pour ce genre de patients-là. Puis on a tendance à garder une TSH un peu plus basse que trop haute pour cette population-là. Patiente ici qui n'est pas enceinte, mi-trentaine, avec des symptômes évocateurs d'hypo, TSH, anti-TPO élevé. Bon, c'est un problème ici parce que la TSH et la T4 sont normales, mais ces anti-TPO sont élevés. Vous pouvez juste imaginer la patiente qui va vous dire, ben là, traitez-moi donc d'emblée. Là, on est vraiment dans une zone grise ici parce qu'on a une TSH tout à fait normale. Donc, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a aucune évidence qu'une patiente qui a des anticorps positifs, mais une TSH normale, va bénéficier d'un traitement. Je reviens toujours à l'étude où on avait fait 50 placebo, puis l'autre 50 synthroïde, et au bout du compte, il n'y avait aucune différence quant aux symptômes. Donc, si la patiente pense qu'elle prend un médicament pour la glande thyroïde et que vous lui donnez de l'eau, elle va peut-être s'améliorer aussi parce qu'elle pense qu'elle est traitée. Mais cette zone-là, malheureusement, il n'y a pas d'indication claire de traitement. Patient traité pour hyperthyroïdie avec tapazole, au contraire TSH basse et T4 basse. Oui, ça arrive souvent, ça. Vous allez dire, je ne comprends pas mon bilan. La patiente est en hyperthyroïdie, puis sa TSH est basse, puis sa T4 est basse aussi. Mais rappelez-vous que la T4 et la T3 sont très cycliques. Vous l'avez peut-être attrapé basse cette journée-là. C'est la TSH qui est importante. L'autre chose, c'est peut-être la T3 qui supprime votre T4. Donc, j'ai des patients à Graves qui ont une T3 haute, mais une T4 basse. Donc, à ce moment-là, je vérifierai peut-être mon T3 libre. Puis, si vraiment c'est une fluctuation de la T4, je pense qu'on peut suivre la TSH simplement. On n'a pas besoin d'avoir tout ça. Patient admis avec troubles de santé mentale, dépression, psychose, manie, hypothyroïdie subclinique, effectivement, tendance à vouloir traiter aux symptômes. Oui, effectivement, on a dit que c'était souvent transitoire, ce qu'on appelle le Euthyroid Sick Syndrome. Un stress majeur peut influencer les niveaux de TSH, les baisser ou les augmenter. Donc, encore une fois, traiter trop rapidement peut avoir des conséquences. Alors, c'est une bonne chose ici. On ne traite pas nécessairement basé sur une valeur et certainement pas en milieu hospitalier. Donc, donnez-vous du recul un peu parce que sinon, vous allez surtraiter les patients. Puis d'ailleurs, on voit souvent que la semaine d'après, c'est là. Donc, c'est probablement un effet auto-immun causé par le stress d'hospitalisation qui peut influencer les niveaux de TSH pas haut. Quelqu'un qui a un cancer de pituitaire, développé par la suite une hypothyroïdie, quel test à savoir le bon dosage de synthroïde à donner car TSH sera toujours bas? C'est la T4. À ce moment-là, la T4 est un outil. C'est un bon point ici. Alors, la T4 va vous permettre de vérifier. Puis, on veut une T4 normale ici. Ici, si ce patient sur méthimazole TSH à 12, mais complètement symptomatique, est-ce qu'on risque de garder la dose telle quelle? Je la baisserai simplement. Il n'y a pas de raison de garder une TSH en bas de 12. On dit en bas de 10 en général. Donc, je pense que cette patiente-là va nécessiter un ajustement de sa dose. On pourrait baisser la dose facilement dans le but de viser au moins une TSH inférieure à 10. Donc, à ce moment-là, je baisserai la dose. Donc, encore une fois, vous avez vu que vos questions portent beaucoup sur des patients qui ont des fonctions normales, mais qui veulent être traités pour la glande thyroïdienne. Alors, encore une fois, il faut leur dire, moi, c'est l'évidence, c'est ce que j'ai pour pratiquer, c'est basé sur des faits, des longues études, et c'est comme ça que je traite.
Donc, s'il vous plaît, ne me référez pas à des patients qui veulent du Cytomel ou qui veulent un traitement naturel pour la maladie de Graves. Je vais les voir, je vais être très poli, très honnête, mais je ne pourrai pas les aider avec ce qu'ils demandent. Même chose avec les thyroïdides desséchés, puis les patients plus Cytomel. En psychiatrie, il y a un bout de temps où le Cytomel était très populaire pour essayer de stimuler, si on veut, les symptômes de dépression. Il y avait eu des études qui avaient été faites, mais le risque, c'était que les patients avaient aussi développé de l'hyperthyroïdie. Fait qu'ils étaient moins dépressifs, mais ils mouraient plus d'AVC à cause de la fibrillation auriculaire. Donc, il y a toujours des conséquences à utiliser un traitement qui aide pour une chose, mais qui a des conséquences néfastes sur les autres. Donc, je pense qu'on va conclure 19h55. C'est parfait. Merci beaucoup tout le monde pour vos questions super intéressantes. Et puis, merci aussi pour votre grosse participation ce soir. Camille va être en contact pour vous donner votre certificat de participation pour l'activité accréditée. Et je vous invite encore une fois le mois prochain, alors qu'on va avoir une conférence sur l'importance du sommeil chez le professionnel de la santé. Donc, c'est vraiment une conférence différente basée sur vous comme médecin pour votre bien-être. Donc, on va parler sommeil dans un mois et je reviens à la fin mars avec les nouveautés dans le traitement de l'asthme. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci à Camille pour son support. Puis, si vous avez des questions, n'importe quel temps, d'autres cas cliniques, je vous laisse mon courriel qui est ici. Vous pouvez me contacter en tout temps sans problème.